Eh bien, je vais vous parler du self-bashing, c'est-à-dire Qu'est-ce cette que c'est que ça? capacité que l'on a à se dénigrer. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver une citation. On n'est pas encore sur La- ton écran de débarrage. Comment Ah, ça? ça y est, c'est bon. Oui. Donc, ChatGPT m'a donné une citation qui est la citation d'un auteur indien. La personne qui a le plus besoin de votre amour est celle que vous avez ignorée depuis le début, vous-même. Donc, je vous propose dans cette chronique de voir pourquoi est-ce qu'on se dénigre et pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée et comment on fait pour sortir de cette pratique. Alors, le première idée qui vient avec cette façon que l'on a de s'insulter, d'essayer de se, de se fouetter, c'est qu'on pense que ça permet de progresser. On se met la pression. Et la pression, comme chacun sait, est nécessaire pour être motivé, hein. C'est le fameux article qui montre que un peu de pression permet d'augmenter le niveau de performance, et puis après, trop de pression fait tout chuter. Donc la question devient jusqu'où ne pas aller trop loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée derrière se dénigrer? En fait, il y a l'idée de chercher la performance. Mais aussi, c'est le fait que l'on est énervé contre soi-même, que l'on est déçu de ses résultats. Donc, en fait, c'est un peu la même chose que quand on s'énerve contre les autres. Alors, évidemment, moi, ma recommandation, c'est de rentrer dans le stoïcisme. Le stoïcisme consiste à agir sur ce que l'on peut contrôler et observer le reste. Pas chercher à bouger les pierres qu'on ne peut pas bouger. Pourquoi est-ce qu'il faut changer? Eh bien, la première raison, c'est que vous êtes des managers. Et qu'est-ce que vous allez faire face à un collaborateur habituellement? Est-ce que vous pensez que lui crier dessus est une bonne idée? Je vais devoir vous rappeler la règle numéro 2 de Jordan Peterson. Traitez-vous comme quelqu'un dont vous êtes responsable ou que vous êtes responsable d'aider. Par exemple, on s'aperçoit que si vous avez un vétérinaire qui vous demande de donner un médicament à votre chat, et je vous rappelle qu'il n'est pas de bonne présentation s'il n'y a pas un chat dedans, eh bien votre chat va recevoir toutes ces doses. Vous allez appliquer impeccablement la recommandation du vétérinaire. Alors, au-delà du fait que le vétérinaire, s'il vous demande de prendre des doses vous-même, vous allez un peu le regarder bizarrement, si c'est votre médecin, vous allez avoir une distance par rapport à cette recommandation que vous n'aurez pas avec votre chat. Jordan Peterson vous recommande de vous traiter comme vous traiteriez quelqu'un dont vous êtes en charge. Et la question donc, on est d'accord que les collaborateurs, vous ne leur crieriez pas dessus, c'est est-ce que vous n'auriez pas intérêt à vous traiter au moins aussi bien que vos collaborateurs? Qu'est-ce qui se passe quand on traite mal un de ses salariés? Il démissionne. Et pour vous, ben, vous risquez de rentrer en dépression, de démissionner. Donc pourquoi ne pas se dénigrer? Eh bien, parce qu'on se fait du mal, parce que ce n'est pas efficace, et aussi parce que ça vous labellise. Je vous avais déjà parlé à de nombreuses reprises de la théorie de l'étiquetage. Donc, il y a des caractéristiques à l'étiquetage qui sont que on a eu une action, un comportement,
et qu'on va le transformer en une nature et une identité. On a fait une bêtise, on est idiot. Et quand on se dénigre, hein, on va directement à « mais que je suis sot ». C'est l'expression de mon père. Donc, vous avez fait une bêtise et vous vous transformez en cette nature. Et puis après, il y a un contrat implicite ou explicite, hein, c'est-à-dire qu'on dit « mais c'est pas possible, je fais toujours la même connerie ». Et l'idée, c'est quand on veut utiliser l'étiquetage pour gérer quelqu'un, eh ben, on va lui dire, mais comment tu vas faire la prochaine fois pour utiliser cette nature que tu as. Par exemple d'étiquetage, vous allez à la sortie de l'école et vous entendez une maman en train de dire à son petit, mais tu as menti, mais tu es un menteur. Si maman le dit, alors oui. On a fait des expériences où on mettait dans des classes des enfants qui étaient les mêmes, et dans un cas, on expliquait aux professeurs que c'était des nuls, et dans l'autre cas, que c'était des génies. Et en fait, les notes étaient différentes à la fin, mais aussi les enseignements, le niveau de maîtrise des enseignements. Donc, pour ce qui est de l'étiquetage, moi, je ne voulais pas étiqueter mes enfants, mais je les appelais les blaireaux. Et donc, les blaireaux, c'est ces petites bestioles si charmantes. Bon, bien évidemment, je ne parle pas du petit dernier, qui, lui, est juste un chat. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à chaque fois qu'on va faire l'étiquetage, l'autre se conforme à votre étiquette. Et vous changez la perception qu'il a de lui-même. Donc, ce qu'il faut faire à chaque fois qu'il y a de l'étiquetage, c'est la dénaturalisation. Alors, je parle de l'étiquetage qui n'est pas une étiquette qui vous arrange. Un étiquetage négatif, tu es un idiot, ce n'est pas une étiquette qui vous arrange. Votre collaborateur, le traiter d'idiot, ça ne vous arrange pas d'avoir un idiot parmi vos employés. Donc, vous voulez éviter autant que possible de transformer vos collaborateurs en idiots, en incompétents, en incapables. Donc, vous allez utiliser la dénaturalisation. Tu as fait une bêtise et pourtant, je sais bien que tu n'es pas un idiot. Je t'ai vu à de nombreuses reprises faire des trucs extraordinaires. Toi et moi, on sait bien que tu vaux beaucoup, beaucoup plus que ça, que tu es performant d'habitude. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer ça et comment changer les choses la prochaine fois que tu seras dans cette situation? Donc, la dénaturalisation, ça aide l'autre. Il n'est pas un monstre. Il peut évoluer positivement et il est en contrôle. Il s'aperçoit qu'il est capable, en fait, de faire les choses. Mais tout ça s'applique à vous-même. D'ailleurs, on retrouve les idées du docteur Coué, hein, se regarder dans la glace et se dire qu'on est quelqu'un d'intéressant, ça fonctionne. Donc, pourquoi ne pas dénigrer? Parce qu'on se labellise et que c'est une mauvaise idée de se labelliser dans un sens qui ne vous intéresse pas. Et c'est aussi une destruction de votre image vis-à-vis des autres. Et je vous rappelle qu'il y a l'effet de halo. L'effet de halo, c'est le fait que les gens vont systématiquement mettre sur votre performance, sur votre capacité, sur vos résultats, l'impression initiale qu'ils ont eue de vous. S'ils vous voient en train de crier sur vous-même, ils vont vous mettre dans une mauvaise catégorie. Alors, comment faire? Il faut arriver à prendre du recul. Il faut arriver le plus vite possible à réaliser qu'on fait une bêtise, qu'on est en train de se crier sur soi-même. Le meilleur outil pour ça, c'est la méditation. La méditation, je parle de la méditation de pleine conscience, qui est une pratique qui existe dans toutes les civilisations. Donc, tout le monde pense bien sûr au bouddhisme, etc., et au mantra tibétain, mais en fait, dans la civilisation occidentale, c'était par exemple le chapelet. Hein, ça a été testé par des chercheurs italiens
qui voulait essayer de voir qu'est-ce qui avait un effet sur la cohérence cardiaque, c'est-à-dire le fait que votre cœur soit très régulier, en fait, qu'il monte ou descende, c'est fonction de l'environnement, mais qu'il n'ait pas de volatilité autour de cette montée ou descente est très important pour la santé. Donc, ils cherchaient ce qui allait avoir le plus d'impact pour la volatilité cardiaque et ils se sont aperçus que ils avaient besoin de comparer des situations différentes, lire un livre, jouer aux échecs, regarder la télévision, etc. Et ils voulaient le comparer avec une baseline, c'est-à-dire avec des gens qui ne pensent à rien. Et ils les ont mis à réciter un chapelet et c'était eux qui avaient la meilleure cohérence cardiaque. Donc, ils ont pensé que c'était une question de texte qui était dit, sauf que c'est des chapelets en latin. Et donc, ils ont proposé à des gens de réciter des mantras tibétains en phonétique, et c'était le même effet. Donc, en fait, on s'aperçoit que l'intérêt, c'est que vous avez, avec ces exercices, une respiration régulière de 6 cycles par minute, et que vous allez maintenir parce que vous allez éviter de vous projeter dans le futur ou de vous remettre dans le passé. Vous allez, pendant un temps qui va de 5 minutes à 45 ou 2 heures, vous allez, pendant ce temps-là, chercher à rester constamment dans le ici et maintenant. Ne pas laisser votre cerveau vous entraîner vers qu'est-ce que je fais après, combien de temps il reste encore, ah, puis qu'est-ce que j'ai fait avant, j'aurais pas dû faire ça, etc. Tous ces moments-là, vous devez en prendre conscience et vous raisonner à dire non mais c'est bon, ok, je verrai ça après. Pour l'instant, je reste sur ma respiration, je reste sur ce que je ressens ici et maintenant. Et cet exercice, cette musculation du cerveau va augmenter votre capacité à voir les moments où vous êtes en train de partir dans un énervement, dans une perte de contrôle. Donc, la méditation va augmenter votre conscience de vous-même. Ça a été mesuré par des chercheurs de Harvard qui ont vu qu'après 6 semaines de méditation régulière, on voyait une différence dans l'imagerie du cerveau quand on posait la question de comment vous sentez-vous. Donc, on a en quelque sorte musclé son cerveau, on a développé des capacités supplémentaires, on a développé des heuristiques, des raccourcis mentaux. Donc, augmenter sa conscience de soi, c'est ressentir sa colère, sa frustration le plus tôt possible, ce qui permet de réagir avant de s'emporter. Donc, reprendre le contrôle, puisqu'on arrive à voir très tôt qu'on est en train de déraper, c'est reprendre le contrôle sur les choses qu'on peut contrôler dans son corps. Par exemple, sa respiration. Par exemple, l'espèce de contraction qu'on a de tous ces muscles, comme si on était prêt à se battre. Détendre son estomac, détendre la tension dans les épaules. Envoyer un message au cerveau, un feedback qui lui permet de se dire « Ah, mais en fait, il n'y a pas de raison de s'emporter. » Ça permet de lutter contre les idées noires, ça permet de modifier sa posture, de se redresser. Et donc, de reprendre le contrôle va éviter de s'insulter, va éviter de perdre son flegme, de perdre sa distance, de partir dans l'énervement contre soi-même. En conclusion, eh bien, vous devez prendre conscience du self-bashing que vous faites en permanence, refuser les étiquettes qui ne vous plaisent pas, développer votre conscience de soi et le stoïcisme est probablement une bonne idée. Savoir se gérer, ça va vous permettre de mieux gérer les autres. Vous allez être plus calme, vous allez vous mettre des étiquettes positives et vous rappeler qu'en fait, vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de reprendre votre calme, vous êtes capable d'entendre les autres,
et donc d'être meilleur à les gérer. Merci Jean-Christophe et de nous rappeler qu'effectivement on est finalement responsable de nous-mêmes et qu'on a cette capacité à dire du mal de nous qui ne nous aide pas. Et au contraire, ancre parfois des pensées négatives. J'ai une question pour toi. Donc, si je comprends bien, donc quand on se lève et qu'on se tape le pied parce qu'on n'est pas vraiment réveillé, notamment le petit orteil, et qu'on crie: «Ah mais quel con!» en fait, fondamentalement, on va finir par le croire, hein, c'est ça? C'est le principe. C'est qu'en fait, toute étiquette qu'on donne ou qu'on se donne a un effet. Et objectivement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la connerie de se taper le doigt de pied sur une table. C'est une erreur, On c'est est un mauvais jugement, mmh, mmh, mmh. c'est éventuellement une mauvaise habitude. Donc on peut changer. Mettre ses chaussures au moment où on se lève. Donc il y a derrière ça, hein, il y a le sentiment qu'on a fait exprès ou qu'on répète constamment la même erreur. OK. Donc, ce qui est important à ce stade, c'est pas de s'insulter, c'est de mettre en place une stratégie pour changer sa pratique. Mmh. Parfait. Pourquoi est-ce que le stoïcisme est devenu en Californie, ou en tout cas dans la tech, une philosophie qui a autant de succès? Alors les Américains ont l'air de découvrir le stoïcisme, hein. Alors, je sais que pour les Français qui ont eu, cours de philo pour tout le monde, y compris, pour ceux qui dormaient un peu au fond, de la classe près du radiateur, ça peut paraître étrange, mais, ils ont sans doute pas eu ces cours-là. Il y a une espèce d'engouement pour le stoïcisme, dans le monde de la tech et notamment donc aux États-Unis. Je pense que c'est le pendant de cette croyance qu'on peut tout contrôler et qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Donc, dans le monde de la tech, on s'aperçoit assez vite, quand on croyait qu'il suffisait d'avoir un bon business plan et une bonne équipe pour réussir, qu'il y a des tas d'éléments qui nous dépassent. Maintenant, je crois que cette question de stoïcisme est très en ligne avec cette perte, comment dire, ce moment où on réalise que notre foi dans le progrès, dans la réussite, en fonction du travail, et doit être compensée autrement. En fait, on a appris depuis tout petit qu'il suffisait de travailler pour réussir, et il y a heureusement des tas d'autres facteurs incontrôlables. C'est quelque part le retour de Dieu, c'est le retour de l'aléa. L'aléa, c'est le doigt de Dieu. C'est le retour de l'acceptation qu'on n'est pas l'homo deus, qu'on n'est pas l'individu qui règne sur le monde, mais qu'on est un des éléments de ce monde, et que les interactions avec tout cet environnement et toute cette complexité nous obligent à reprendre ce recul, de jouer notre rôle, donc d'agir quand on le peut, et de se limiter à observer le reste, à l'observer en s'émerveillant d'ailleurs, et à l'observer en l'acceptant pour le reste. Eh bien, voilà qui nous a emmenés bien loin dans la philosophie, pour, cet épisode des chroniques Mission pour l'entrepreneur. S'il n'y a pas, d'autres questions, eh bien, petit silence pour laisser quelqu'un s'exprimer. Si personne ne saisit la parole, Ou qu'il se taise à jamais. voilà Michael, tu arrives à bon point.
Ouais. Non, juste par rapport à la méditation, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué de s'y mettre. Voilà, moi, j'essaye de m'y mettre régulièrement, mais c'est vrai que c'est pas toujours. Et alors surtout de démarrer. Il y a une technique que j'avais expérimentée qui y mène un peu, qui est la cohérence cardiaque. Hmm. Et c'est assez intéressant parce que il y a un support et que justement ça régule le rythme cardiaque et ça m'aide par rapport à ce que tu disais, d'apaiser les choses, de dénouer des tensions, etc. Je trouve que c'est une porte d'entrée intéressante vers la méditation. Il y a un auteur qu'on apprécie beaucoup chez Melsion, qui est David Rock, qui sait attirer les foudres de toute une communauté autour de la méditation, quand il a commencé à dire il fallait comprendre que la méditation, c'est une gymnastique, c'est quelque chose de non spirituel. C'est un travail que l'on fait pour améliorer le fonctionnement de son cerveau et le contrôle que l'on a dessus. Et à partir du moment où on a en tête que ce n'est pas une pratique pour atteindre le nirvana ou je ne sais quoi, mais que c'est en fait un moyen enfin une gymnastique, une hygiène de vie, effectivement, on a du coup une généralisation de cette pratique qui devrait pouvoir se permettre, enfin, qui devrait être permise. C'est effectivement parce qu'on considère que c'est une gymnastique que c'est un exercice qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école. De la même façon qu'on leur apprend à faire la gym. Alors souvent, on ne leur apprend pas, on leur fait faire de la gym, mais bon, c'est un autre sujet. Donc là, effectivement, la manière, il va falloir que je fasse de toute façon un sujet là-dessus, mais la manière de faire de la, de la, de la méditation, c'est de se donner un temps, 5 minutes pour commencer, c'est très long, avec un timer, et puis de faire cet exercice en acceptant l'idée que on va constamment devoir s'apercevoir qu'on a dévié et qu'il faut se remettre en place. Et l'exercice, c'est ça. C'est pas de rester constamment dans le présent et ne plus faire attention et être insensible au futur et au passé. C'est d'accepter que notre cerveau va constamment essayer de nous mettre dans le futur et dans le passé, et que s'en apercevoir, c'est ça l'exercice, et revenir au point de départ, c'est ça l'exercice. C'est ça qui muscle le cerveau, en fait. C'est pas le fait de réussir et d'être constamment dans je suis dans ici et maintenant, c'est super, je suis ici et maintenant, c'est super. C'est de savoir que notre cerveau, le petit singe qu'il y a derrière, va constamment essayer de faire ah, mais tu crois qu'on a bientôt fini? Ah, mais t'es sûr qu'on a bien éteint le gaz? Ah, mais qu'est-ce qu'on fait déjà la réunion d'après là? Et ça, ce petit singe-là, à chaque fois qu'on en est conscient, à chaque fois qu'on prend conscience de son action, on gagne quelque chose. On s'améliore, on va aller vers cette conscience de soi qui fait que dès qu'on va commencer à s'énerver avec ce coup de pied que l'on a donné dans la fameuse table basse de Patrick, eh ben, on va voir cette injection d'adrénaline, on va voir le souffle coupé, on va voir cette tension musculaire qui nous tombe dessus, et on va se rendre compte que, OK, c'est juste de l'adrénaline, ça fait mal, mais ça, c'est un message. C'est le corps qui me donne un message que je me suis tapé, que j'ai probablement pété quelque chose. OK, bon, bah, c'est fait. Et maintenant, avec de la respiration, avec de la sophrologie au sens large, je vais éviter de rajouter du stress à la douleur. Eh bien, sur cette ultime précision, Alors, Christelle ah, disait elle pensait que Headspace était le meilleur outil. Alors, ce sont des outils que vous téléchargez sur votre téléphone et qui vont vous guider dans une méditation. Donc, c'est utile. C'est un bon moyen. En plus, c'est une façon d'avoir quelqu'un qui vous guide et qui, en général, au bon moment, vous dit tiens, revenez dans le présent, alors que vous avez commencé à délirer. Donc, c'est
effectivement, Headspace, Calm, Petit Bambou. Il y a pas mal d'applications qui existent et qui sont plus ou moins adaptées à chacun d'entre vous.